Mes amis, aujourd'hui j'ai choisi 3 sujets pour vous que nous allons examiner. Et nous commençons malheureusement par l'histoire la plus triste. C'est un crime de guerre russe. Ils commettent ce crime de guerre spécifique depuis, je dirais, des années. Dans les villes du sud de l'Ukraine sous contrôle ukrainien, comme Kherson et Mykolaïv, il se passe quelque chose qu'ils appellent le safari aux civils ukrainiens par drone, ou le safari russe par drone. Comme le nom l'indique, ce sont des opérateurs de drones russes, avec des drones FPV, qui chassent les civils ukrainiens dans les rues de Kherson, de Mykolaïv ou d'autres villes proches de la ligne de front. Et d'habitude, je ne vous le montre pas, même si cela arrive presque tous les jours. Je ne peux pas ou je ne veux pas ignorer ce cas précis. Nous allons le regarder ensemble pour que vous sachiez ce qui se passe. Beaucoup n'en parlent pas car YouTube limite ce qu'on peut montrer. Certains ignorent que cela arrive. Mais je vais vous le montrer maintenant pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Cet homme ici est un vendeur de légumes ukrainien de 52 ans, un commerçant. Il a ses légumes, ses mandarines ou peu importe ce qu'il vend, comme on le fait en été en Ukraine, dans la rue, dans ses caisses. C'est assez courant de faire ça. Vous conduisez votre voiture, vous ouvrez les stores, sortez les caisses, et les gens achètent s'ils passent. Et puis ça arrive. Ceci est un drone russe. Ce n'est pas une ligne de front. Ce n'est pas un combat en cours entre forces armées. C'est un civil, et voici un opérateur de drone russe, quelque part derrière le front russe, qui traque simplement ce civil. On voit que ce sont des légumes. Et non pas des grenades, des kalachnikovs, ou quoi qu'il imagine que ce soit. Ce sont des légumes. Et l'homme court pour sauver sa vie, tournant en rond autour de ses voitures, un peu comme le safari de bison à la fin des années 1800 aux États-Unis d'Amérique, quand ils en ont abattu la plupart juste depuis des trains pour s'amuser. Ils ne ramassaient même pas les carcasses. C'est une chasse à l'homme menée par les opérateurs de drones russes. Et ça frappe. Ils traquent délibérément ce civil qui vend des légumes, cet homme ukrainien, un civil ukrainien innocent. Tous les médias en Ukraine ont relayé cette information. Puis les médias occidentaux ont commencé à la relayer. C'est un crime de guerre très bien documenté que les Russes commettent depuis des années, en réalité. Cela dure sans interruption depuis des années. Les Russes ont ressenti le besoin de réagir car tout l'Occident en parle. Ils ont donc inventé une histoire. Je vais vous la lire depuis un canal Telegram russe, comme ça je n'ai pas à me lever plusieurs fois. Là-bas, les Ukrainiens font circuler une vidéo à propos d'une frappe sur du matériel à double usage. Ce véhicule a été impliqué dans la livraison de cargaisons à double usage, et les conducteurs sont en contact actif avec les forces armées ukrainiennes, la milice, les militants. Les commerçants gèrent la logistique des cargaisons à double usage, bla bla bla. Et à la fin, il dit « Nous continuons, le cochon est vivant », en faisant référence à cet homme extrêmement chanceux, un homme de 52 ans, qui a survécu à cette explosion de drone. C'est extrêmement rare. Il a eu beaucoup de chance. En résumé, le cochon est vivant. Voilà l'avis des Russes, qui tentent d'inventer une histoire selon laquelle ils vendaient, je ne sais pas, des armes ou des drones dans la rue à des passants. C'était un marchand de légumes, ou peut-être de fruits, dans une rue du sud de l'Ukraine. Et en fait, j'étais content et surpris de voir que Ryan Macbeth, oui, Ryan Macbeth, a lui-même géolocalisé cette vidéo. Ça montre à quel point cette vidéo est importante. Donc merci Ryan d'avoir fait ça. Ce sont des scènes de la vidéo situées près de la clôture. Et c'est à peu près un très grand endroit. C'est probablement là que l'attaque a eu lieu. Sur Google Maps, c'est une vieille photo où il y a de l'herbe ici. En ce moment, il n'y a pas d'herbe, il n'y a que de la terre. Voici les coordonnées, vous pouvez vérifier si vous voulez. C'est là que ça a été filmé. Merci Ryan de faire le travail de Dieu. Cet homme a eu une chance exceptionnelle. Peu survivent à de telles explosions de drones, surtout si proches et ciblées. Lui a survécu. Tu dois avoir un sacré ange gardien. Voyons ce qu'il dit. Quel est son titre, son histoire? On venait de commencer à installer notre étal. On venait juste d'installer le parasol et je sortais les cartons. Ma femme était là aussi, et puis, pourquoi il klaxonne? Je me demande pourquoi les autres klaxonnent autour de moi? On ne le voit même pas parler du drone. Il a affirmé que le drone est arrivé en volant de quelque part derrière le marché, juste depuis ses buissons, tout seul.
Ma femme a commencé à s'enfuir, et le drone a commencé à tourner, et c'est là qu'il a percuté la voiture. Eh bien, je faisais signe au drone de faire attention aux légumes. C'est-à-dire, hé, drone, opérateur de drone, regardez, j'ai des légumes ici. Je suis marchand de légumes, ou de fruits, peut-être que ça se perd dans la traduction. Eh bien, il y a des fruits ou des légumes dans les caisses. Mais le drone a commencé à voler droit sur moi. Alors j'ai commencé à courir. Et le drone a percuté la voiture. J'étais juste à côté, et en gros on s'est retrouvés côte à côte. Voilà l'histoire. J'ai choisi celle-ci en particulier parce qu'il y a des vidéos, il y a un survivant, il y a une réaction russe, et tout le monde en parle. Donc j'espère que beaucoup plus de gens en parleront. Bien que cela se produise depuis des années, parfois il faut une histoire très précise pour que les masses sachent, reconnaissent ou s'y intéressent. Donc j'espère que cette histoire atteindra les masses, et qu'ils reconnaîtront tous que la Russie est un État criminel. Ils pourchassent les civils, tentant de survivre en vendant des fruits ou légumes dans les villes du sud de l'Ukraine. Plus loin dans la vidéo, cet homme a expliqué que sa voiture, sans doute l'un des seuls biens qu'il possédait, a disparu. Voilà où en est l'histoire pour le moment. Nous en reparlerons dans les prochaines vidéos. Mais maintenant, les élections en Russie. Je sais que c'est un grand saut, mais elles approchent. Le 20 septembre, en fait, dans 1 mois et demi, il y aura les élections de la Douma d'État, qui est le Parlement russe en Russie. Les gens vont élire, et ils jouent à cette mascarade de démocratie depuis lors. Vous savez, depuis 1991, même en Union soviétique, il y avait une sorte d'élection qu'ils organisaient pour faire le spectacle. J'ai abordé ce sujet parce que, à l'approche des élections, les gens dans la rue commencent à parler. Et les gens dans la rue commencent à interviewer d'autres personnes. Et les gens disent beaucoup plus ce qu'ils pensent, ou s'ils votent ou non, ce qu'ils pensent de Edina Raïsia, qui est le parti au pouvoir, Russie Unie. Et c'est tellement différent des élections précédentes, ou des 5 élections avant cela, pendant lesquelles Poutine dirigeait ce pays, parce que les Russes ressentent maintenant les douleurs de cette guerre pour la toute première fois. Au cours de l'année dernière, les Ukrainiens ont apporté les incendies, les explosions et les souffrances jusqu'aux portes de la Russie. Voyons comment ces douleurs ont affecté les personnes qui élisent les membres de la Douma. Prévoyez-vous de voter pour le parti Russie Unie lors des élections de septembre ? Non. Allez-vous voter aux élections de la Douma d'État en septembre ? Je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce qu'on se fait avoir à chaque fois. Ce ne sont que des foutus escrocs là-haut. Globalement, non. Pourquoi pas ? Je ne fais pas confiance au gouvernement. Vous ne pensez pas que les élections seront justes et transparentes ? Peu importe le gagnant, j'ai l'impression que rien ne changera. Allez-vous voter pour Russie Unie ? Non. Pourquoi ? J'ai même pas besoin de commenter. Et c'est assez habituel de la part des Russes. Ils disent « je ne vote pas » ou « j'ai l'impression qu'il n'y a pas de changement » ou « je suis apolitique ». Et quand on leur demande de commenter, ils disent « je ne commente pas » et ils s'en vont. C'est un comportement très russe. Ils ont encore assez peur de parler, assez peur de se montrer. Ils disent simplement non parce que je suis apolitique, peut-être, ou parce que je ne fais pas confiance au gouvernement, et c'est tout. Il n'y aura aucune analyse de cela, il n'y aura aucune discussion à ce sujet. Ils s'en vont. Cela a été ancré en eux depuis que Poutine est au pouvoir. Ce n'était pas le cas d'ailleurs dans les années 90, quand ils ont goûté à la liberté sous l'époque de Boris Yeltsin. Même si c'était une période économiquement horrible pour la Russie, il y avait des racines de la démocratie qui se développaient. Et les gens sentaient que leur vote comptait. Les votes dans les années 90 étaient beaucoup plus proches de la démocratie qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et les gens participaient massivement à l'activité politique en fait. Mais cela a été éradiqué chez eux. Dans leur esprit, c'est éradiqué. On n'en discute pas, on ne donne pas de réponse, on s'en va. C'est ce que nous voyons ici. Et c'est de la propagande russe. Les rouages qui tournent dans leur tête. Ils posent la question et s'en vont immédiatement. Non. Je ne commande pas. Si vous y allez, soutiendriez-vous le parti au pouvoir ? Russie Unie ? J'en doute. Pourquoi ? Ils n'agissent pas vraiment pour le peuple. Est-ce difficile de se rappeler quelque chose de bien ? Oui. Eh bien, vous savez, aucun exemple ne me vient à l'esprit concernant une bonne chose qu'ils ont faite. Quels sont les résultats de Russie Unie en 26 ans que Poutine est au pouvoir ? C'est le parti de Poutine. Si on regarde tout ça dans le contexte de toute cette géopolitique, c'est un vrai bordel partout. C'est probablement la réponse la plus honnête et réaliste qui soit. C'est un bordel. Ça l'a toujours été. Mais depuis que la vie des Russes s'est améliorée au cours des 15 dernières années, de 2000 à 2015, 2014, les Russes ne s'en souciaient pas. Ils adoraient même leur tsar, parce qu'ils pouvaient aimer Poutine. Ils ont besoin que ce poste soit occupé dans leur esprit, ce leader. Et leur vie s'est améliorée, donc ils n'avaient pas besoin de participer à la politique, et leur vie continuait de s'améliorer. Cela a changé. Ils gardent ce poste en tête, mais leur vie ne s'améliore plus.
Une déconnexion persiste. Ils ne protestent pas, mais tous la ressentent. Suis-je censé aimer ça ? Tout est nul. Et il y a ce type que je suis censé aimer, je ne l'aime plus vraiment. Donc on peut sentir ce dilemme dans leur tête. On ne leur apprend pas à participer à la politique, une force intérieure les pousse vers cela, mais la propagande russe reste un mur dans leur tête qu'ils ne peuvent franchir. Donc en parlant de ces élections, qu'est-ce qu'ils font ? En Russie, quand le dirigeant, le tsar, visite une certaine ville ou un endroit, Krasnoïarsk par exemple, Poutine a visité Krasnoïarsk le 4 août, c'est en Sibérie, c'est dans l'extrême-orient lointain. Eh bien, quelque chose de très particulier s'est produit lors de sa visite, car pour cette seule journée, du matin au soir, les prix du carburant ont été réduits de 30%, environ 25 roubles. Ils étaient à plus de 100, maintenant à 63, 67, 96. Ils ont été baissés. Alors Poutine arrive à Krasnoïarsk, il fait « Waouh, regardez, les prix sont bas, je fais du bon boulot ». Il monte sur scène, il dit « Hey, les prix sont bas, on s'en sort très bien, tout va bien, pourquoi vous vous plaignez ?» Et aussitôt que Poutine est parti, les prix sont revenus à leur vrai niveau. Ils sont à 91, 97, ce qui fait une grande différence pour les Russes. Ils organisent donc une mascarade pour lui. Les gens voient cela et disent que le tsar ne sait pas. Je pense qu'il y a une part de vérité. Il l'ignore parce qu'il lui cache la réalité. Mais j'oublie toujours qui a créé ce système de mensonges et de tromperies. C'était le tsar. Je vous présente un homme, un analyste militaire russe, Maxime Klimov, qui ose maintenant parler, risquant sa vie et s'exposant à des menaces, comme de nombreux Russes aujourd'hui. Regardez, je vais vous montrer 1 minute de son discours. Il ne fait aucun doute que les plus hauts dirigeants du pays n'ont pas une vision objective de ce qui se passe, ce qui signifie que le tsar ne sait pas. Mais c'est pas tout. Ce type va encore plus loin. Parce que franchement, ce qu'il dit est profondément inquiétant, à cause de l'énorme fossé entre ce qui se passe réellement et la façon dont les plus hauts dirigeants voient la situation. D'une part, comme on dit, le tsar ne sait pas. Croyez-en la parole du russe. Mais d'un autre côté, excusez-moi, n'est-ce pas le tsar lui-même qui a créé tout ce système de tromperie totale, de mensonges et ainsi de suite ? Ou plutôt, ce n'est pas lui seul qui l'a créé, mais il y a activement participé. Et maintenant, l'intervieweur dit « Je vois que vous avez du mal à trouver les mots pour répondre à ces questions. Comme si vous aviez des difficultés ici. Vous savez, la propagande commence à fonctionner. Ce type parle trop. Voyons voir. Vous pourriez avoir des difficultés. Passons à autre chose. Regardez ça. Quoi ? J'ai aucun problème à le dire ouvertement. Et voilà. C'est la condamnation à mort, ou bien ils n'exécutent plus les gens maintenant. Les civils en Russie, ils les envoient généralement à la guerre ou en prison. Vladimir Vladimirovitch Poutine est-il un dirigeant fort ? Non, il ne l'est pas. C'est un dirigeant faible. Ce n'est plus seulement l'entourage du roi qui danse autour de lui, comme on dit. Ce sont maintenant les gens même de certaines factions du Kremlin, comme les structures de l'administration présidentielle elle-même. Donc, ce type commence à parler dans cette interview. Des sujets très dangereux. La vérité, qui en Russie n'est pas encore punie de mort. Dans certains cas, oui, mais généralement c'est le front ou la prison. Et l'intervieweur, cette tête qu'il fait juste ici, c'est quand t'es très mal à l'aise parce que la personne que tu interviewes dit la vérité. C'est douloureux. Regarde ce visage. Continue d'observer ce visage. Il reste inchangé un moment. Y compris ceux qui sont derrière une série de nominations controversées, comme la nomination du chef de la direction de l'entraînement au combat et des forces aérospatiales, le commandant M. Tchaïkov, c'est le colonel général Tchaïkov. Le gars qui vient d'être victime d'une tentative d'assassinat à Moscou, au restaurant italien Rossi. Il fêtait son 55e anniversaire. Nouveau chef des forces aérospatiales. D'ailleurs, auparavant, il était un haut responsable dans la campagne russe en Syrie. Ensuite, lors de la campagne près de Kiev, où les forces russes ont spectaculairement échoué, et maintenant ils l'ont nommé à cause de ces 2 échecs. La Syrie a été un échec. Kiev a été un échec pour les Russes. Maintenant, ce type, responsable des 2 d'une certaine manière, a été nommé chef de l'ensemble des forces aérospatiales russes. Pourquoi ? Parce qu'il est loyal envers les personnes envers qui il doit l'être. La loyauté est récompensée. L'honnêteté est punie dans le système de Poutine. Bien que ce type soit un échec sur le plan militaire, et c'est ce que dit Maxime Klimov ici, et c'est très gênant pour l'intervieweur comme vous pouvez le voir, je vais pas continuer cette interview, mais ce visage en dit long. Vous n'êtes pas censé faire cette tête quand vous interviewez quelqu'un. Mais c'est tellement douloureux d'entendre ça en Russie. Pour conclure, je vous présente ici un Britannique à Moscou, en Russie, qui parle couramment le russe. Mais c'est juste pour illustrer à quel point les choses se sont dégradées sous le règne de Poutine. Beaucoup de gens mangent des céréales le matin. C'est quelque chose que vous achetez régulièrement quand vous faites des courses
Pour vos enfants, pour vous-même ou autres. Voyons donc comment c'est à Moscou. Les gars, je suis choqué. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les céréales Cocoa Puffs de Kellogg's, une entreprise occidentale, coûtent 1898 roubles? Je suis sous choc. Je suis choqué de chez choqué. Je suis de retour à la maison, en parlant de l'Angleterre d'ailleurs, où les prix ne sont pas donnés. L'Angleterre ne va pas bien économiquement. Je sais pas, c'est 3 livres, ce qui fait 280 roubles. Et ici, c'est ce prix-là. Bon sang, je comprends que je suis dans une épicerie de luxe. Mais là, c'est vraiment trop. C'est ridicule. Je suis choqué. Quelqu'un peut m'expliquer? Que se passe-t-il? Pourquoi? Si les céréales, quelque chose qu'on achète tous les jours, deviennent si chères, les retraités n'en achètent pas. Ils n'ont pas les moyens. Ils achètent des pommes de terre et des carottes. Ils achètent des trucs en promotion avec des coupons. C'est ce que font généralement les retraités russes. Ces prix-là aussi ont augmenté de 100, 200, 300%. Tout le monde souffre. Sauf qu'en Angleterre, quand c'est aussi cher, les salaires comptent parmi les 5 plus élevés de l'Union européenne, disons. En Russie, les gens sont pauvres. Ils sont en dessous du seuil de pauvreté. Des dizaines de millions de personnes touchent seulement quelques centaines de dollars par mois. Vous pouvez imaginer ça? Cela vous donne une idée de combien les Russes ordinaires souffrent. Leur vie est censée s'améliorer, mais maintenant leurs courses coûtent plus cher. Je ne parle pas d'une augmentation de 50% d'une année sur l'autre. Non, 300% en un an pour cette céréale. Pouvez-vous imaginer ce que ça peut être pour le reste? Maintenant, parlons de l'agriculture, parce que c'est lié. La Russie est un grand pays agricole. Le sud de la Russie a beaucoup de steppes, beaucoup de terres agricoles, et ils étaient de grands exportateurs de blé et de produits agricoles après l'Ukraine, avant la guerre. Eh bien, les agriculteurs, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Russie, connaissent à peu près la même situation. Il est très difficile d'être un agriculteur riche, surtout en Europe. Peut-être qu'aux États-Unis c'est possible, mais ici, ce n'est pas facile. On reçoit généralement des aides financières de l'Union européenne, ce qui aide beaucoup. L'Union européenne aide les agriculteurs estoniens. Souvent, un agriculteur prend un prêt, sème, puis récolte, et tu te retrouves avec zéro. C'est l'histoire d'un agriculteur. Tu sais ce qu'il utilise le plus? Du diesel, partout. Les prix ont augmenté de 200 à 300% dans certaines régions. Les prix des céréales et des produits qu'ils vendent, eux, n'ont pas augmenté. Ils ne gagnent pas plus d'argent pour cela. Un agriculteur sur 5 est maintenant au bord de la faillite. C'est un secteur énorme en Russie. Je crois ne pas en avoir beaucoup parlé, ni d'autres, car il y a des sujets plus intéressants comme les baies sauvages ou les raffineries de pétrole. Pourtant, c'est important. Ce sont des Russes ordinaires, des agriculteurs travaillant 12 heures par jour. Ce sont ces personnes qui souffrent. Un agriculteur sur 3, c'est bien 1 sur 3, est au bord de la faillite. Les premières cultures en rang ont enfin commencé à s'écouler et seront sans doute les dernières avant un moment. Dans la région de Rostov, le blé d'hiver se vendait à 16-17 roubles le kilo, ce qui est vraiment, vraiment bon marché. Hier, notre grain a été accepté à seulement 12,5 roubles le kilo, ce qui représente à peine un tiers de vos dépenses, à peu près. L'agriculture est entrée dans une situation critique. En raison des prix d'achat exceptionnellement bas, il est désormais moins cher de jeter une partie de la récolte de cette année que de la récolter. Le grain est tout simplement déversé sur le sol. La raison est simple. Le coût de production des cultures de récolte est maintenant 3 fois supérieur à leur prix de marché. Donc, le coût de la cultiver, de s'en occuper, mettre de l'engrais, du fumier, tout ce que vous utilisez sur vos champs, le diesel pour les moissonneuses-batteuses, la main-d'œuvre que vous devez payer pour faire fonctionner les machines, tout cela coûte 3 fois plus cher. Vous vendez le travail de toute une année, la récolte, et vous ne récupérez qu'un tiers de vos dépenses. Et vous avez un prêt à la banque pour toute votre exploitation agricole. Vous êtes foutu. Que faites-vous? Et en Occident, c'est difficile. L'État vient vous aider. Dans l'Union européenne, oui, mais pas en Russie. Ils sont foutus. C'était en juillet, il y a un mois, et la situation était déjà très grave. Maintenant, c'est la période des récoltes, en août. J'ai de nouveau parlé avec les agriculteurs de Tcherepanovo. Je ne sais pas. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Léna, si le diesel atteint 100 roubles le litre, on ne démarrera même pas nos moissonneuses. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est purement une affaire de calcul. Si le diesel coûte aussi cher, ça sert à rien de récolter les cultures. Elles sont prêtes. Va les récolter et vends-les. Vendre à quel prix? Tu vas en tirer des centimes par rapport à ce que ça vaut, et le diesel que tu as acheté pour la récolte va t'endetter.
Tu dois emprunter aux banques pour acheter le diesel car il t'en faudra des centaines, voire des milliers de tonnes. Si tu as une grande ferme, tu vends tout et tu dois beaucoup d'argent à la banque. Et tu n'as fait aucun bénéfice. Tu es profondément dans le rouge. Donc, la situation après avoir travaillé 12 heures par jour pendant des années, c'est ça pour un agriculteur. C'est incroyablement triste en Russie. Et pour terminer ce sujet précis, je voulais juste montrer un graphique sur ce que l'État russe fait sous Poutine depuis à peu près 5 ans. 2021. Défense nationale, sécurité nationale et maintien de l'ordre. Donc ce ne sont pas des dépenses militaires. Mais en Russie, tout est déjà fusionné de toute façon. Ce sont les dépenses pour la police, l'armée, la police secrète, le renseignement extérieur, tout cela. La police personnelle de Poutine, pratiquement toutes les forces de sécurité en Russie qui maintiennent Poutine au pouvoir. Les dépenses en 2021 étaient de 24%. 24,6%. 26, 31, 38, 40. 53,8% en 2026. Donc la moitié des dépenses publiques concerne uniquement les forces de sécurité, tout compris. Et vous pouvez voir que ce taux correspond au service de la dette publique. Poutine a été notoirement sournois concernant le paiement des dettes de la Russie ou la réduction de la dette nationale au cours des 20 dernières années, mettant tout dans son trésor de guerre. 300 milliards en Russie, et encore 300 milliards gelés en Occident, maintenant. Ces 300 milliards en Russie, les actifs liquides, sont pratiquement épuisés. Donc ils empruntent maintenant de façon effrénée pour maintenir ces dépenses. Mais le service de cette dette, je sais que ces 9,2% ne sont pas élevés comparés à certains pays de l'Union européenne, ou même aux États-Unis, si on regarde les chiffres réels là-bas. C'est pas si élevé, mais ça augmente d'année en année, rien ne l'arrête. Ça atteindra 20%, ça atteindra 30% si nécessaire, et maintenant, au total, 63% de toutes les dépenses publiques vont soit aux forces de défense nationale, soit aux forces de sécurité, aux forces ou au service de la dette. Donc il ne reste presque plus rien pour la population. Les gens qui payent pour cela. Et ce n'est que le début de la spirale descendante pour la Russie. C'est juste pour illustrer où la Russie se dirige. Directement dans le gouffre. Désolé de débuter cette vidéo par une nouvelle sombre sur les crimes de guerre. Heureusement, le gars a survécu et va bien. Je dois aborder ces sujets. J'espère ne pas avoir gâché votre journée. Mais vous devez être au courant de ces choses-là. Et si je peux le faire, c'est grâce à vous. Personne ne regarderait si je parlais dans le vide. Alors merci d'être là. Merci de me permettre de faire cela. Et je continuerai à vous apporter ces histoires que, selon moi, vous devez connaître. Je suis dans cette position parce que des gens regardent et me soutiennent sur Buy Me a Coffee. Donc nous avons 4 nouveaux membres, et je vais écorcher leur nom pour leur exprimer ma gratitude. Nous avons Yakwes ici. Merci Yakwes. Bart Dopa, donc Meona, anonyme bien sûr, et Pablo. Pablo va et vient, mais il revient toujours. Merci Pablo de nous avoir rejoints à nouveau. Si tu aimes ma chaîne, alors rejoins l'abonnement mensuel sur Buy Me a Coffee. Le lien est dans la description ci-dessous. Jusqu'à ma prochaine vidéo, qui sort chaque lundi, mercredi et vendredi. Assure-toi de revenir et de t'abonner à la chaîne. Et au revoir.